Dans les modèles de régression qu'on a fait depuis le début, nos variables explicatives, les x et les prédicteurs, étaient toujours continus, donc des variables numériques. Par contre, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe justement quand une de mes variables explicatives est un prédicteur qualitatif? Donc ça va arriver, et même arriver souvent, je vous dirais, d'avoir des prédicteurs qualitatifs, des variables explicatives discrètes. Donc, quand ça arrive, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ces prédicteurs-là, on va les appeler catégoriels ou variables factorielles. Euh, on va voir justement un exemple ici d'un nouveau set de données. On va voir dans la slide d'après un nuage de points, dans le fond, un ensemble, une matrice de nuages de points avec des données de carte de crédit. Fait que dans le fond, ce qu'on a des variables maintenant qualitatives. On a le sexe, on a l'étudiant, le statut dans le fond d'étudiant, le statut civil aussi et l'origine ethnique. Fait que ça, c'est vraiment quatre variables discrètes, vraiment factorielles. Je n'ai pas de valeur numérique associée à ça. Donc, regardez ici, justement, dans la matrice, ce qu'on voit tout de suite, c'est que, en effet, on voit la différence. Par exemple, cards, qui est donc ça, c'est notre variable, mettons, numérique d'intérêt. Je vois que quand je la lis à d'autres, ben, ça me fait comme un ensemble de points. Vous voyez, ici, ça me fait comme des lignes. Ben, ces lignes-là, ça, on remarque tout de suite, c'est que j'ai des variables catégoriques. Alors, ça va être difficile. Par exemple, ici, ben, je vois que j'ai une belle ligne. Je pourrais faire de la régression linéaire. Ici, là, je pourrais me poser la question, comment faire de la régression linéaire ici? Donc, justement, on va voir ça. Comment faire ça avec des variables catégoriques. Alors, par exemple, si on veut étudier la différence de solde de carte de crédit entre les hommes et les femmes, mais on veut ignorer toutes les autres variables. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable indicatrice. Donc xi, c'est une variable indicatrice qui vaut 1 si la personne est une femme, 0 si c'est un homme. Fait dans le fond, mon modèle ici, ça va être yi. Donc yi, vous vous rappelez, c'est mon solde de carte de crédit. Ça va être mon bêta 0 plus bêta 1 fois xi. Et xi, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle une variable indicatrice. C'est donc soit 1, soit 0. Donc, je peux l'écrire encore sous ce format-là. Ça va être bêta 0 plus bêta 1 plus l'erreur si la i personne est une femme. Et sinon, ça va être simplement bêta 0 si la personne est un homme. Donc, comment interpréter ça justement? Mais ce qu'on remarque, c'est que on a la même chose entre les deux. Peu importe le genre ici, peu importe le sexe, on voit qu'on a tout le temps bêta 0. Fait que bêta 0 va vraiment estimer, dans le fond, comme un niveau de référence lié à l'homme. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, bêta 1 est seulement pour la femme. Donc, bêta 1 va venir vraiment s'ajouter à bêta 0 pour voir c'est quoi la différence si c'est une femme. Fait que bêta 1 joue vraiment le rôle de différence entre bêta 0, entre homme et femme. Fait que bêta 1, c'est vraiment une différence entre femme et homme. Alors justement, regardez un exemple encore, la sortie en R. Plusieurs choses qui nous sortent, il nous sort toujours un intercept, bêta 0, et regardez ici, il va nous sortir le nom de la variable, entre crochets, le niveau. Et ça, c'est très important. Fait que ici, ça, c'est mon bêta 0 chapeau, et ici, ça, c'est mon bêta 1 chapeau. Et c'est donc bien le genre, mais il nous met entre crochets la modalité. Vous voyez ici, entre crochets la modalité femelle. Donc ça veut dire que c'est vraiment le bêta 1 qui est associé à 1 pour femme. D'accord? C'est ça qui nous permet de dire que la valeur 1 de l'indicatrice, c'est pour les femmes. J'ai les valeurs de coefficients, les erreurs standards, les statistiques T, puis la p-value. Donc ce qu'on voit ici, regardez, interprétation, p-value ici, plus grande que 0.05, plus grande que 0.05, donc c'est non significatif. D'accord? Donc ça veut dire que il n'y a pas de différence significative entre hommes et femmes. Puisque je vous rappelle que ce coefficient-là, bêta 1, mesurait la différence qu'il pouvait y avoir entre les femmes et les hommes. Donc si il est non significatif, bien évidemment, il n'y a pas de différence significative entre les deux. Maintenant, si j'ai un prédicteur, encore une fois, qualitatif, mais avec plus que deux niveaux. Tantôt, c'était facile, j'avais juste homme et femme. Maintenant, imaginons que j'en ai plusieurs. Donc, si on y va avec l'origine ethnique, on avait 3 niveaux d'origine ethnique. Donc, quand j'ai plus que 2 niveaux, ce qu'on crée obligatoirement, c'est une variable muette. Donc, on va avoir des variables muettes supplémentaires. Vous allez voir, j'ai une première variable x1 et x2. x1 est juste est-ce que ma personne est asiatique ou non.
Et x2, elle me dit est-ce que ma personne est de race blanche, oui ou non. D'accord? Donc j'ai deux variables indicatrices. Par contre, il m'en manque une troisième. Je pourrais me dire il m'en manque une troisième qui était les Afro-Américains. Mais en fait, il me la manque pas. Regardez un petit peu. Si j'écris mon modèle, je vais avoir YI. Donc, ici, YI, ça va être mon ordonnée d'origine, bêta 0 plus bêta 1 fois X1 et bêta 2 fois X2. Si je le fais correctement, regardez, je vais avoir ici bêta 0 plus bêta 1 si ma personne est asiatique, parce que mon X1 va valoir 1. Bêta 0 plus bêta 2 si ma personne est de race blanche, parce que lui va valoir 1, lui 0. Et maintenant, à l'inverse, si ma personne est afro-américaine, ma dernière modalité qui me manquait, ça va être tout simplement bêta 0. Donc je n'ai pas besoin, dans le fond, de créer une troisième catégorie. On appelle ça le niveau de référence. Et qu'on va toujours avoir un niveau de référence. Si vous avez une variable, donc si vous avez un x à grand K modalité, on va créer K-1 indicatrice. Toujours. Donc vous allez avoir K-1 indicatrice, puis la dernière, la modalité qui n'est pas apparente, mais ça va être le niveau de référence. Regardez ici, comme d'habitude, mon bêta 0 est commun ici. Donc mon bêta 0 lui est commun, puis c'est le seul pour les Afro-Américains. Fait que mon bêta 0 mesure vraiment les restes de crédit. Vous vous rappelez, ma variable YI, c'était sur le crédit par rapport aux Afro-Américains. Maintenant, mon bêta 1, lui, mesure seulement pour les Asiatiques. Et mon bêta 2, lui, mesure seulement pour la race blanche. Fait que finalement, mon bêta 1, lui, mesure la différence. Bêta 1, c'est la différence entre asiatiques et afro-américains. Et mon bêta 2, lui, différence entre blanc et afro-américain. D'accord? Donc chacun mesure sa différence par rapport au niveau de référence qui était les afro-américains. Donc vous voyez ici, attention, on n'a pas vraiment de lien entre, on n'a pas vraiment de différence entre les deux, par exemple. On n'estime pas de différence entre asiatique et race blanche. C'est simplement tout le temps la modalité à la modalité de référence. Alors voici l'exemple ici donc par rapport aux données de carte de crédit. On a encore une fois à gauche intercept bêta 0, puis j'ai ma variable à chaque fois avec entre crochets la modalité asiatique ou caucasien. Donc on voit que j'ai pas la dernière, celle qui va manquer bien évidemment, puisque c'est la modalité de référence. Et ce qu'on voit tout de suite en un coup d'œil, les deux p-values ici qui sont plus grandes que 0. Les deux sont plus grandes que 0.05. Donc c'est non significatif. Les deux sont non significatifs. Donc ça veut dire que il n'y a aucun effet de l'ethnicité sur le crédit. Il n'y a aucune différence dans le fond entre les Asiatiques ou la modalité de référence, c'est-à-dire les Afro-Américains, ou encore une fois entre les Caucasiens et les Afro-Américains. Alors, on va parler maintenant d'extension de modèles de régression linéaire. On a vu pas mal la base de modèle de régression linéaire. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Fait qu'une des premières choses, c'est qu'on voudrait supprimer l'hypothèse additive, c'est-à-dire l'interaction et la non-linéarité. Alors, l'interaction. On va voir si ça correspond à quoi. Donc, l'interaction, c'est que dans notre précédent modèle qu'on avait vu, l'analyse de données publicitaires, on avait supposé que l'effet des ventes, dans le fond de chacun des supports publicitaires, c'était indépendant l'un de l'autre, tout le temps. Dans le fond, vous vous rappelez, on avait que bêta 1, c'était juste pour TV, bêta 2 pour radio, bêta 3 pour journaux. Mais ça suppose que c'est vraiment indépendant l'un de l'autre. D'accord? Des fois, on voudrait aller un petit peu plus loin. L'interaction, ce serait de dire, mais supposons que dépenser de l'argent en publicité radio, ça augmente en réalité l'efficacité de la publicité télévisée. De sorte que le terme de pente pour la télévision devrait augmenter à mesure que la radio augmente. Donc vous comprenez, c'est que plus on met de l'argent dans la publicité radio, plus ça a un impact en même temps aussi sur la TV. C'est pas totalement indépendant l'un de l'autre, bien évidemment. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un effet d'interaction. Puis très souvent, ça arrive. J'ai souvent des interactions entre deux variables explicatives. C'est pas vrai que d'influencer l'une, ça n'a aucun impact sur l'autre.
Alors, comment on va tenir compte de modèles d'interaction? D'abord, lorsque les niveaux de télévision ou de radio sont faibles, les ventes réelles, elles sont inférieures à celles prédites par le modèle de régression linéaire. Mais lorsque la publicité est répartie entre les deux médias, le modèle a tendance à sous-estimer les ventes. Donc, comme on voit ici un peu sous le graphique, c'est ça qui nous permet de dire que probablement on a un lien entre les deux. Alors, regardez comment ça va se faire. Le modèle d'interaction se fait de la façon suivante. Je vais toujours avoir mes ventes, bêta 0, on intercepte, bêta 1 fois TV, bêta 2 fois radio, mais je vais aller rajouter un bêta 3 qui va mesurer l'interaction entre radio et TV. Puis ça, c'est vraiment, on le note comme ça avec un produit, ça, c'est vraiment l'interaction qu'il existe. Interaction. Fait que ça, on vient vraiment mesurer l'interaction entre les deux variables. Et regardez, quand on regarde les résultats, d'ailleurs, vous voyez dans R, comment il va nous le sortir, c'est vraiment, il va nous dire ça, c'est l'interaction. On regarde, très significatif, très significatif, très significatif, ça aussi c'est significatif. Fait que lui, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit qu'il y a bien un effet d'interaction. Ok? Ça veut dire qu'il y a vraiment un effet d'interaction significatif. Ça veut dire tout simplement que, alors oui, il y a bien un effet de la pub TV, fait que quand on fait de la pub TV, ça a un impact sur mes ventes. Par contre, c'est vraiment modulé par la radio, d'accord? C'est vraiment modulé ici par la radio. Alors, l'interprétation, justement, vous allez voir, c'est que les résultats de ce modèle, ça suggère donc que les interactions sont importantes. Je vous l'ai dit, la valeur P dans le terme d'interaction est extrêmement faible, ce qui indique que, bien évidemment, le test d'hypothèse nous amène à dire que bêta 3 est vraiment différent de 0. Puis si on regarde les R carrés maintenant, donc vous vous rappelez, les R carrés mesurent l'ajustement. Le R carré du modèle avec interaction, on arrive à quasiment 97%. Et si on fait le modèle sans interaction, on arrive à 89%. Donc ça, c'est le modèle ici avec interaction. Ça, c'est le modèle sans interaction. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? C'est que si je fais un simple rapport, dans le fond, entre les différents R carrés ici, si on fait le petit calcul ici, c'est que 69% de la variabilité des ventes qui subsiste après l'ajustement du modèle additif a été expliqué par le modèle d'interaction. Et ça, c'est quand même pas rien. Puis, dans le fond, comment on va l'interpréter? Ça, c'est qu'on va dire maintenant que les estimations de coefficients dans le tableau suggèrent que, donc, quand on augmente la valeur de publicité télévisée, donc ici, on va se poser la question d'abord de télévisée, de 1000 pièces. Donc, quand j'augmente de 1000 pièces, ben, ça va être augmenté par autre chose. Attention, avant, on aurait dit, ben, c'est seulement, l'augmentation, ça aurait été seulement, fait avant, je veux dire avant, ben, pas avant, pardon, on va dire plutôt sans interaction. Donc, sans interaction, si TV augmente de 1000 pièces, alors mes ventes, elles, augmentent de bêta 1. Chapeau. D'accord? Mais là, c'est un petit peu différent ici parce que j'ai maintenant une interaction. C'est que ça va augmenter mes ventes de bêta 1 chapeau, oui, mais plus je vais rajouter l'interaction, mon bêta 3. Vous vous rappelez, ça c'est le fameux terme d'interaction. Bêta 3 fois ma radio. Donc combien j'ai estimé en radio fois 1000, parce que ici on parle de pas une unité. J'avais oublié ici d'ailleurs. Fois 1000, bien évidemment. Voilà. Puisqu'on parlait d'augmentation non pas de 1, mais de 1000. Donc vous voyez, on ajoute ici ce terme-là. Ce terme est vraiment ajouté par rapport à l'interaction et tient compte bien évidemment du niveau d'unité de radio. Donc si je le calcule, ça nous donne 19 plus 1.1 fois unité de radio. Fait que j'ai pas ici bien évidemment de valeur là, réelle d'unité de radio, mais ça nous donne 19 plus 1.1 fois unité de radio. Donc plus j'augmente mon unité que je mets en argent publicitaire radio, plus ça va augmenter mon 19 plus 1.1 fois cette valeur. On peut avoir la même chose là pour l'augmentation en termes de radio. Donc si j'augmente de 1000 pièces radio, j'aurai bêta 2 plus, j'aurai ici donc bêta 2 chapeau plus bêta 3 fois TV. Donc on obtiendrait la 29 plus 1.1 fois le nombre d'unités de TV. Donc c'est ça l'interprétation quand on a un modèle d'interaction. Attention, un principe très important qu'on va appeler le principe hiérarchique, c'est que
Parfois, il arrive qu'un terme d'interaction ait une très petite valeur P, donc vraiment très très significatif, ça veut dire, donc très très significatif, mais que les effets principaux, donc ça c'est les effets simples, eux ne le soient pas. Ok? Donc ça voudrait dire, si je fais un petit tableau ici, si j'ai x1, x2, puis x1 fois x2. Lui, ça serait donc p-value, valeur p plus grande que 0.05. Ici, valeur p plus grande que 0.05. Puis mettons ici, valeur p plus petite que 0.01. Donc mon effet d'interaction très très significatif. Et mes deux variables effets simples, pas significatifs du tout. Et bien sûr, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait réellement avec ça? Ça pourrait paraître un peu bizarre. J'ai un effet d'interaction qui est significatif, mais pas le reste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est un peu bizarre. Surtout que si on revient aux méthodes de sélection de variables, par exemple backward ou forward, ben on viendrait supprimer, on pourrait se dire, ben, pourquoi je n'irais pas supprimer mon x1 ou mon x2? Le principe de hiérarchie, lui, ce qu'il dit, très important, c'est que si on inclut une interaction dans un modèle, on doit inclure automatiquement les effets simples. Ça, c'est obligatoire, même si les valeurs P ne sont pas significatives. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, dans le fond. C'est que les interactions, elles sont très difficiles à interpréter si je n'ai pas les effets simples. Ça, on l'a vu tout à l'heure, mais les interactions sont très difficiles à interpréter si je n'ai pas les effets simples. Fait qu'on ne peut pas faire ça. Si je mets une interaction et qu'elle est significative, je garde mes effets simples. Donc, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que les termes d'interaction, ils contiennent également les effets principaux, fait que le modèle n'a pas d'effet vraiment de termes d'effets principaux. Fait que c'est pour ça que c'est important, on les garde. Par contre, si l'interaction est non significative, là, on peut enlever l'interaction. Et ensuite de ça, aller enlever les effets simples au besoin. Mais on n'enlève pas les effets simples sans enlever l'interaction. Si on revient justement sur notre modèle avec les cartes de crédit, fait que si on considère l'ensemble des données de crédit, puis qu'on suppose qu'on souhaite prédire le solde, encore une fois, de la carte de crédit, en utilisant le revenu qui lui est quantitatif et l'étudiant, le statut qui lui est quantitatif. Donc, sans terme d'interaction, le modèle il prend la forme suivante. On a le solde de la carte de crédit, ça va être bêta 0 plus bêta 1 fois mon revenu. Ça, c'est numérique, plus une indicatrice. Donc, bêta 2 si ma personne est étudiante, puis 0 si ma personne n'est pas étudiante. Par contre, si j'ai une interaction ici, mon solde sur ma carte de crédit, ça va être bêta 0 plus bêta 1 fois mon revenu, plus bêta 2 plus bêta 3 fois mon revenu. Donc, vous voyez ici, dans un cas d'interaction. Donc, si je suis vraiment dans un cas d'interaction entre une variable qualitative et quantitative, donc mon interaction ici, elle est différente, une continue et une catégorique. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que, regardez, au départ, ici, donc quand j'ai pas d'interaction, ça joue mon interaction. Ici, quand j'ai pas d'interaction, pardon, mon indicatrice, elle joue seulement sur l'intercept. Donc, mon intercept ici, mon bêta 2 vient jouer là-dessus. Par contre, quand je fais l'interaction, ici, important, quand je fais l'interaction entre, donc, ici, j'ai un numérique fois qualitative, pardon. Avec numérique fois qualitatif, ce que je me rends compte, regardez bien, c'est que j'ai encore donc, dans mon indicatrice, j'ai encore quelque chose qui vient rajouter à l'intercept quand ma personne est étudiante, mais par contre, cette fois, j'ai aussi ma pente bêta 1 plus une nouvelle pente. Et je viens ajouter un effet à la pente. Ici, vous voyez, quand ma personne est étudiante, je viens aussi ajouter un effet à la pente que je n'avais pas dans un modèle sans interaction. Regardez comment ça se représente graphiquement. À gauche, j'ai aucune interaction. Ici, j'ai pas d'interaction. Ici, à gauche, je regarde, donc, ça, c'est ma balance de crédit, toujours pareil. Donc, ça, c'est mon Y dans le fond. Y ici. En bas, c'est mon revenu. Donc, ça, c'est mon X en bas. Puis, regardez, à gauche, j'ai deux courbes. Ça, c'est normal. J'en ai une pour étudiant et une pour pas étudiant. D'accord? J'ai deux courbes. Puis, on avait dit ça avait un impact seulement sur l'intercept. Vous vous rappelez? Donc, seulement sur intercept. Puis, je le vois que ça a seulement un effet sur l'intercept. Regardez, il est différent ici. Par contre, ma pente est la même. À droite, par exemple, là, c'est un modèle où j'ai une interaction entre ma variable income puis ma variable être un étudiant ou pas. Donc là, j'ai des intercepts différents, mais j'ai aussi des pentes différentes. Vous voyez, mes pentes ne sont pas les mêmes.
Donc ça, c'est un modèle où j'ai une interaction entre une variable qualitative et quantitative. Pour terminer sur cette partie de régression, on va vraiment voir maintenant l'ensemble des potentiels problèmes qui pourraient arriver en régression, puis comment les détecter. Alors, quand on fait un modèle de régression linéaire, sur un ensemble de données particuliers, plusieurs problèmes peuvent survenir, puis les plus courants, c'est ceux. Première chose, on pourra avoir la non-linéarité du prédicteur en fonction de la réponse. On pourrait aussi avoir les termes d'erreur qui sont corrélés. Nos termes d'erreur pourraient avoir une variance non constante. On pourrait avoir des valeurs aberrantes, des points qu'on va appeler à fort effet de levier, et enfin de la collinéarité entre les prédicteurs. Alors, on va voir chacun des problèmes, puis comment les détecter. Bon, tout d'abord, les effets non linéaires des prédicteurs. Ça, c'est, regardez, ici, j'ai donc miles par gallon, et ici, j'ai le nombre de chevaux d'une voiture. Tous les points en gris, c'est des points. Ici, regardez ces différentes courbes d'ajustement. En orange, ici, c'est une régression linéaire simple, donc une droite. En bleu, ici, vous voyez, c'est un degré 2, puis en vert, ici, c'est un degré sec. Fait que ce qu'on a l'impression, juste à l'œil, c'est que ma droite, donc de régression linéaire, une droite, c'est pas suffisant, clairement, pour estimer. Par contre, la bleue a l'air pas mal. Vous voyez, la bleue, là, on a l'impression vraiment de beaucoup plus épouser la forme. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que il n'y a pas l'air d'avoir un lien vraiment linéaire entre le Y ici, donc ça, c'est mon Y, et ça, c'est mon X. Je n'ai pas l'impression d'avoir un lien linéaire entre les deux. Alors, justement, on est capable de gérer ça dans un modèle de régression linéaire très facilement. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que je vais aller, donc j'ai MPG, donc ça c'était mon miles par gallon, ça va être mon bêta 0 plus mon bêta 1 fois le nombre de chevaux. Mais comme je sais que ça a l'air d'être mieux un ajustement au carré, ben je vais aller rajouter un terme carré. Donc je vais aller rajouter un coefficient bêta 2 fois un terme ici au carré. Donc mon nombre de chevaux au carré. Ça, j'ai le droit de faire ça. C'est que des fois, je rajoute une nouvelle variable qui est une variable elle-même au carré. Et en fait, ça, on va se rendre compte que ça donne un meilleur ajustement. Et regardez ici, je vais avoir mon intercept, mon nombre de chevaux au carré. Les trois sont très significatifs. Vous voyez? Donc ça veut dire que clairement, ça fonctionne. J'ai un très bon ajustement avec un degré 2, bien meilleur qu'avec un degré 1. Comment voir maintenant qu'il n'y a pas de linéarité? Parce que là, c'était facile. Je remontre, on le voyait à l'œil. Mais dans la vraie vie, comment on peut se poser la question que peut-être ça serait non linéaire? Alors, on va utiliser ce qu'on appelle les tracés résiduels, les residual plots. Ça, c'est un outil graphique très, très puissant en régression linéaire pour vérifier est-ce que ça vérifie nos hypothèses ou non. Alors, qu'est-ce qu'on met sur ce graphique-là? Mais dans le fond, on va tracer les résidus. Très simple. Fait qu'on prend nos résidus, vous rappelez Y, moins Y chapeau, on les met ici en ordonnée. Et ce qu'on va aller mettre de l'autre côté, c'est un XI. Donc, en régression linéaire simple, je vais aller mettre un XI. Dans le cas d'une régression linéaire multiple, ce que je vais aller mettre, c'est mes valeurs prédites. Parce que j'en ai plusieurs des XI, fait que ça ne fonctionnerait pas. Je vais aller mettre mes valeurs prédites. Donc, on va le faire tout de suite de manière générale avec les valeurs prédites. Donc, ici, en X, je mets mes valeurs prédites. Donc, je vous rappelle ici, ça, c'est mes EI et ça, c'est mes YI chapeau. Donc, sur ce graphique-là, qu'on appelle le tracé résiduel, ce qu'on doit voir, dans le fond, c'est aucune tendance perceptible. Je ne dois rien voir de bizarre. Si je vois une tendance perceptible, c'est que j'ai probablement un problème de linéarité. La ligne en rouge que va vous donner les graphiques dans R, ça vous donne exactement la tendance. Fait que regardez à gauche. Ici à gauche, ça c'est pour le modèle linéaire. Donc c'est mes données ici, c'est ces données-là, toujours les mêmes. Mais ça à gauche, c'est le residual plot pour les données linéaires. Et à droite pour le modèle quadratique qu'on a ajusté juste avant. Bien, on voit là, regardez dans le linéaire, je veux dire, c'est flagrant. On voit vraiment que j'ai un motif qui se forme ici. Donc, j'ai clairement un problème ici avec mon hypothèse de normalité, pas de normalité, pardon, de linéarité. Et ici, pour le quadratique, c'est quand même mieux. La fois, ce que je devrais faire, c'est être normalement à peu près bien réparti autour ici de 0. Donc, on voit ici qu'on est beaucoup mieux à droite dans le modèle quadratique que dans le modèle linéaire à gauche. Maintenant, on avait aussi l'hypothèse donc de corrélation et variance constante des termes d'erreur. Fait que dans un modèle de régression linéaire, habituellement, une des hypothèses standards, c'est que nos termes d'erreur, donc vous vous rappelez les epsilon, fait qu'epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon n, ils sont non corrélés. Ça, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune corrélation entre toutes 2 à 2. Puis ça, ce que ça signifie, dans le fond, c'est que, par exemple, si je savais que mon epsilon i, le im, il est positif,
Mais ça ne devrait fournir aucune information sur le signe de epsilon i plus 1. C'est ça la corrélation, l'autocorrélation. Une autre hypothèse importante d'un modèle de régression linéaire, c'est que les termes d'erreur, donc la variance, elle est constante. Regardez ma variance de chacun des termes d'erreur, c'est à chaque fois sigma carré. J'ai rien d'autre que sigma carré. Fait que pour moi, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 jusqu'au énième, c'est tout le temps la même variance. Ok? Donc ça, c'est très important. Ça va nous permettre en fait comment dire, tout ce qu'on fait après, les erreurs types, les intervalles de confiance, les tests d'hypothèses associées, tout ce qu'on fait vraiment d'inférence, de test, ça repose sur cette hypothèse-là de variance constante dans le temps, de variance constante, pardon, au travers des différents termes d'erreur. Pour vérifier ça, encore une fois graphiquement, mais toujours la même chose. Je reprends mon graphique, residual plot, donc les résidus en fonction des valeurs estimées, des YI chapeau. Et ce que je dois voir ici, je ne dois voir encore une fois aucune constante. Fait que regardez, j'ai un modèle ici à gauche avec c'est Y comme variable réponse. Et un autre modèle à droite, c'est le même, sauf qu'à la place de Y comme variable réponse, j'ai mis log de Y. Regardez tout de suite à l'œil, c'est flagrant. Ici pour Y, je vois que j'ai ce qu'on appelle ici comme un cône. Okay, donc ce cône-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça mesure la variabilité, regardez. Ça, c'est ma variabilité ici des premiers EI, E1, E2, E3, E4. Puis regardez, plus j'avance, plus ça augmente ma variabilité. Fait que je vois ici, dans ce graphique-là, que la variabilité des epsilon i, elle augmente. OK? Fait que clairement, elle n'est pas constante. Alors qu'ici, regardez, elle est à peu près toujours la même. Elle a l'air plus constante. Fait qu'on voit ici qu'à droite, elle est toujours plus constante qu'à gauche. Une des façons, dans le fond, de contrer ça, la variabilité non constante, c'est qu'on peut faire des transformations. Donc, une des façons, dans le fond, des solutions, c'est vraiment transformer Y. Fait que là, on a les trucs habituels, donc log de Y, racine de Y au carré, bon, etc., etc. Fait que de transformer Y, ça va aider justement à récupérer cette hypothèse de variance constante. Troisième problème qui peut arriver, c'est les valeurs aberrantes. Fait que des valeurs aberrantes, c'est une valeur, dans le fond, pour laquelle le YI, il est très, très éloigné de sa valeur prédite par le modèle. Souvent, le problème des valeurs aberrantes, c'est que ça peut survenir pour différentes raisons. Ça peut être une donnée mal encodée, ça peut être vraiment une observation qui est réelle, mais qui apporte un gros, gros impact. Fait que là, on va le voir tout de suite. Vous allez voir soit donc dans le graphique ici, Y en fonction de X, on la voit, la valeur aberrante, on va vous la sortir, on va même vous donner son numéro d'observation. Vous pouvez prendre aussi les résidus en fonction des fitted values, donc le residual plot, on va le voir tout de suite. Donc R va vous le donner, il va vous la mettre d'une différente couleur et vous donner son numéro d'observation. Fait que ça, c'est des données aberrantes qui ont un grand impact sur la régression. Fait qu'il faut en tenir compte et aller les regarder. Si cette valeur-là doit être enlevée, il va falloir l'enlever parce que ça peut avoir des changements sur votre résultat final de votre régression. Donc là, ce qu'on a dit, c'est que les valeurs aberrantes, elles, c'était des observations pour lesquelles la réponse, donc les valeurs aberrantes, c'est pour lesquelles la réponse YI est inhabituelle. Maintenant, on va voir, c'est si jamais j'ai des valeurs inhabituelles pour les X cette fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, valeur aberrante, c'est pour les Y, on a dit. Maintenant, si j'ai des valeurs inhabituelles pour les X. Donc, on va appeler des observations avec un effet de levier important. Ça, c'est une valeur inhabituelle pour X. Donc, valeur aberrante, c'est pour Y. Valeur avec un effet de levier important, c'est pour les valeurs inhabituelles pour X. Belle aussi, on va être capable de les voir, en fait, soit dans des graphiques. Par exemple, si je regarde ici X2 en fonction de X1, donc mes deux variables entre elles, regardez ici, j'ai une donnée que clairement, elle est en dehors de toutes les autres. Elle a clairement un fort effet de levier. Elle est très différente en X et en Y. Elle n'est pas forcément différente sur ma prédiction. Sur mon Y, ça c'est pas grave. Par contre, elle est par rapport au X. Alors, comment on les détecte, ces valeurs-là? Dans le fond, pour quantifier cet effet de levier-là, on va calculer ce qu'on appelle la statistique de levier. Donc, la statistique de levier, ici, c'est HI. Donc, pour chacune des observations, on va calculer ce terme-là. Puis, en fait, ce qu'on voit très clairement, c'est que HI va augmenter à mesure que XI va être plus loin du centre de X bar, pardon. Donc, plus mon HI est grand, plus mon leverage, mon levier est grand, plus ça veut dire que mon observation X est loin des autres en moyenne.
Fait que c'est de cette façon-là qu'on va être capable de voir est-ce qu'on a des X, donc des valeurs à fort effet de levier. Enfin, la collinéarité. Donc ça, c'est la dernière hypothèse qu'on va se poser la question. Probablement une des plus importantes. On en a fait référence au début. Dans le fond, la multicollinéarité, c'est quoi? C'est quand mes prédicteurs, donc mes variables prédictives, sont toutes étroitement liées les unes aux autres, qu'il y a vraiment de la corrélation entre elles. Ça, dans le fond, ça pose de gros problèmes en régression. La multicollinéarité, donc la corrélation entre mes variables explicatives, ça pose de gros problèmes parce que, dans le fond, ça peut amener, donc je vous le rappelez, des grands changements sur l'écart type des estimateurs, sur les testés, sur les p-values, donc sur toute la partie vraiment inférente des tests qu'on va faire. Puis ça peut être très difficile ensuite de séparer les effets individuels de chacune des variables. Puis ça fait vraiment du sens, pensez-y. Je veux dire, si vous avez deux variables, donc vous avez y, on regarde nous y en fonction de x1 plus x2. Si x1 et x2 veulent dire la même chose, s'ils sont très corrélés, ben, ça vaut-tu vraiment la peine que je mette les deux? Je veux dire, ça va poser plus de problèmes qu'autre chose. Et dans le fond, ça sert à rien peut-être de mettre les deux. Parce que si elles sont très corrélées, elles veulent dire la même chose. Donc si j'ai bien un effet de x1 sur mon y, ben ça vient avec. Je vais avoir aussi un effet de x2 sur x1, puisqu'elles sont très corrélées. Une des façons d'évaluer la multicollinarité, ça consiste à calculer ce qu'on appelle le VIF, le coefficient d'inflation de variance. Puisque vous vous souvenez, je vous l'ai dit, la multicollinarité, ce que ça fait, c'est que ça va faire augmenter la variance, donc les erreurs standards, des bêta chapeaux. Donc le VIF, lui, c'est quoi? C'est le rapport en fait de la variance de bêta J chapeau lors de l'ajustement du modèle complet, qu'on vient diviser par la variance de bêta J chapeau s'il est ajusté seul. Un VIF, ça va toujours être plus grand que 1. La plus petite valeur d'un VIF, c'est 1. Quand c'est 1, c'est que c'est parfait. J'ai aucune multicollinarité. Par contre, en pratique, ce qu'on regarde, c'est... on a souvent des valeurs un peu plus grandes que ça, bien évidemment. Puis si un VIF, lui, est plus grand que 5 ou 10, ça dépend un petit peu des domaines, mais on va dire entre 5 et 10, il est plus grand que ça. Ça va indiquer un niveau de collinarité quand même problématique. Puis, dans le fond, le VIF, la formule pour le calculer, c'est celle-là. Le VIF d'un certain bêta J, donc je vous rappelle, c'est qu'un VIF, c'est calculé par variable. Donc en fait, je regarde chacune de mes variables. Ici, ma variable xj. Donc ça, c'est la variable xj ici, là. La fois, je regarde pour ma variable xj, est-ce que j'ai de la multicollinarité? Donc ce que je fais, regardez, c'est que je vais aller calculer mon R carré. Mais ici, c'est le R carré de quoi? C'est important ici. Donc ça, c'est le R carré du modèle suivant. Donc c'est mon modèle xj que je fais en fonction de x1 plus x2 plus jusqu'à xp, sauf j'ai enlevé moins xj. J'enlève ma variable xj. Donc c'est quoi que je fais? J'essaye de regarder, est-ce que je suis capable d'expliquer ma variable xj en fonction de toutes les autres variables sauf elle-même. Mais imaginez si ce R carré est très grand, ok? Imaginez, si ce R carré est très grand, s'il est très grand, proche de 1, ça veut dire que xj est très bien expliqué par toutes ces variables-là. Donc si mon xj est très bien expliqué par toutes ces variables-là, ben, j'ai de la multicollinéarité. Ça veut dire que mon xj est très bien expliqué par d'autres variables, j'en aurais pas besoin. Et en effet, quand vous allez calculer le VIF, ça va vous faire 1 sur 1 divisé par un nombre plus proche de 1. Ça va être très grand. Ça va avoir alors des immenses valeurs. Donc le VIF va être beaucoup trop grand. Et là, il va falloir se poser des questions. Mon VIF va être très grand. Ça veut dire que mon xj est très bien expliqué par une combinaison linéaire d'autres variables. Donc je pourrais peut-être me séparer de cette variable xj. Donc voilà, ça c'était pour la multicollinarité. Et enfin, on va parler de généralisation de modèles linéaires, donc vraiment pour vous ouvrir au reste. Dans le reste du cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de méthodes qui élargissent justement ces modèles linéaires-là, puis de la manière dont on peut les utiliser. Premièrement, on va d'abord extensionner ça au problème de classification. Donc les problèmes de classification, vous allez voir, c'est quand notre variable y n'est plus continue. Nous ici, variable y est toujours continue. C'était notre solde de carte de crédit, c'était notre vente d'entreprise en fonction de vente publicitaire. C'était quelque chose de continu. Quand maintenant, notre variable y est discrète, par exemple 0,1, je veux prédire est-ce que la personne fume ou non. Ben ça, c'est plus du tout continu. Fait que là, on va être dans des problèmes de classification. On va voir les modèles de régression logistique, etc., etc. Quand la linéarité ne fonctionne plus du tout. Donc, on a vu là comment essayer quand même de parer ça avec mettant des effets
au carré, au cube, on peut vraiment rajouter. Mais des fois, si on veut aller un petit peu plus loin, ben, il existe des meilleures méthodes. Il existe les méthodes de noyau, les méthodes de spline, fait qu'on va en voir plusieurs. Interactions aussi, hein. On a vu des façons de mettre des interactions entre les variables, mais il existe des modèles beaucoup plus puissants qui testent toutes les interactions. C'est toutes les méthodes qui sont basées sur les arbres de régression ou de classification, et on va voir ensuite les forêts aléatoires et toutes ces méthodes-là autour. Et à la fin aussi, on va aussi parler, donc ça va être vraiment très important quand on va parler d'applicabilité en grande dimension, c'est qu'on va voir les méthodes de type lasso. Donc ça, les méthodes de type lasso, c'est pour faire vraiment de la sélection de variables en grande dimension. On appelle ça des méthodes régularisées.